Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Le président Obinna Iroegbu se tenait immobile dans son bureau, les yeux rivés sur le rapport qu'on lui tendait. Les chiffres étaient sombres, la cote de popularité avait atteint son plus bas niveau depuis son arrivée au pouvoir. Les jeunes étaient en colère contre le chômage, les commerçantes se plaignaient de la hausse des prix, et les populations des villes satellites ne croyaient plus aux promesses faites 4 ans auparavant. Les rues d'Abuja avaient changé. Autrefois remplies d'affiches de campagne et de chants d'espoir, il résonnait désormais de plaintes, de critiques en ligne et de frustrations. Le président, homme connu pour son esprit politique et ses discours élégants, était devenu un symbole de détachement. Il s'avança lentement vers la fenêtre d'Ozo Rock, contemplant, au-delà de la clôture lourdement gardée, la capitale qu'il dirigeait. Ce n'était pas qu'il n'avait pas essayé, mais à un moment donné, il s'était trop éloigné du peuple qui avait autrefois dansé de joie lors de son élection. Ses conseillers l'entouraient, murmurant des suggestions, mais leurs paroles semblaient lointaines, étouffées par le poids de la réalité qui pesait sur sa poitrine. Le chef Roland Dibia, son ami et stratège de longue date, s'avança enfin. « Votre Excellence, nous avons besoin d'un changement radical, d'une initiative audacieuse, concrète, dit-il d'une voix assurée, avec la même confiance qui leur avait valu les dernières élections. » Obinna se détourna de la fenêtre, le sourcil légèrement amusé. Dibia poursuivit, « Ils ne croient plus à vos paroles, alors montrez-leur vos actes. Il faut leur montrer que tu n'as pas oublié qui tu es ni d'où tu viens. Quelque chose de brut, de vrai. » La salle se tut. Les ministres se sont penchés. Dibia a ouvert un dossier et a montré une proposition esquissée, une séance photo où le convoi présidentiel s'arrêterait à un endroit aléatoire pour acheter de la nourriture à un vendeur local. Nous choisissons un quartier pauvre, un endroit peu soigné, et nous interagissons directement avec les gens, a-t-il dit. Cela deviendra tendance d'ici quelques heures. Les gens veulent de l'humilité. Donnons-leur un moment inoubliable. Obinna hésita. L'idée lui semblait indigne de sa stature, mais c'était peut-être exactement ce dont son image avait besoin. Il hocha lentement la tête. « Trouvez-moi l'endroit idéal, » a-t-il dit, marquant le début d'une manœuvre très calculée. Le lendemain matin, l'équipe de presse présidentielle s'est réunie pour une séance stratégique d'urgence dans une salle sécurisée d'Ozo Rock. Plusieurs écrans diffusaient des cartes thermiques du sentiment social dans différentes régions du pays. Les hashtags Twitter condamnant l'administration défilaient en temps réel. Dibia arpentait la table tel un général en guerre, le regard étincelant d'une soif de tactique. « Nous avons besoin de lunettes, » dit-il en frappant la table du plat de la main. « Nous avons besoin que les gens le voient partager le pain avec le Nigérian moyen, manger son repas, s'asseoir sur son banc, sourire à ses enfants. » Quelques assistants ont murmuré leur accord tandis que d'autres échangeaient des regards méfiants. « C'est facile, » a marmonné le ministre des Communications. « C'est efficace, » rétorqua Dibia sans hésiter. « Nous ne sommes plus à l'ère des manifestes, nous sommes à l'ère des moments. » Il regarda l'attaché de presse. « Trouvez-moi le vendeur de nourriture idéal. Ça doit être réel. Pauvre. Authentique. Pas trop raffiné. Pas trop politique. » Et nous ne nous rendions certainement pas compte de notre arrivée. Pendant ce temps, le président Obinna était assis en silence, regardant un reportage où une vendeuse cubaine suppliait en larmes le gouvernement de réduire les prix des denrées alimentaires. Sa douleur était vive. Sa voix se brisa lorsqu'elle montra les assiettes vides dans lesquelles ses enfants avaient dormi. Il se pencha en arrière, se frottant le menton pensivement. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda-t-il doucement, sans s'adresser à personne en particulier. Dibia s'approcha et lui tendit une tablette. « Regarde ça, » dit-il, montrant un extrait d'un gouverneur d'Afrique de l'Est qui avait fait un coup similaire et vu sa cote de popularité grimper en quelques jours. « Ce n'est plus une question de vérité, Obinna, » dit prudemment Dibia. « C'est une question de lien. Laissez les gens ressentir quelque chose. » Obinna hocha la tête, toujours incertaine. Au fond, il n'était pas sûr de vouloir manipuler à nouveau son peuple, mais la soif de réélection l'emportait sur toute lueur de conflit moral. Il prit une grande inspiration. Allons-y. Moine Kayola, surnommé Rini par ses clients, remuait la marmite du fumant avec un rythme dicté par la répétition. Son petit buka, niché au bord d'une route poussiéreuse de Guadalaba, s'enrichissait de la fidélité des marchandes,
des conducteurs de tricycles et des étudiants trop fauchés pour les luxes. La sueur perlait sur son front tandis qu'elle se penchait sur le poêle à bois, déposant des portions d'oumla dans des assiettes en plastique. Sa mère, Mama Ayola, préparait des bouteilles d'eau et comptait la monnaie. Elle travaillait comme sur des roulettes, une équipe soudée par la pauvreté, la résilience et un vœu tacite de survivre. Rini avait abandonné l'université en dernière année, son père étant décédé, lui laissant des dettes. Désormais, son buka était devenu à la fois un lieu de survie et une thérapie, un lieu où elle nourrissait non seulement des ventres, mais aussi des espoirs. Son rire résonnait par-dessus le bruit des casseroles, et même le plus rude des conducteurs de moto savait qu'il valait mieux ne pas lui manquer de respect. Féroce, juste et déterminée, Rini était tout ce que le monde avait tenté d'écraser sans y parvenir. Elle s'essuya les mains sur son tablier et prit un moment de repos, observant la rue. La vie s'animait à Guadalajara. Les enfants couraient après les pneus. Les commerçants criaient au-dessus des prix. Un prédicateur local, le micro fêlé, annonçait la fin des temps. Rini rit doucement, prenant un sachet d'eau pour se rafraîchir la gorge. « Maman, si un politicien s'arrête ici pour manger ma nourriture, je lui ferai payer le double, » plaisanta-t-elle. Sa mère se contenta de sourire et continua de compter. Rini ignorait que sa petite blague était sur le point de devenir une prophétie. Sa vie était sur le point de basculer de la manière la plus inimaginable, non pas grâce à un travail acharné, ni à des prières, mais grâce à un convoi, une caméra et un plan conçus par des hommes qui n'avaient jamais connu la lutte. Ce jour-là, alors qu'elle servait à manger à une femme enceinte à moins de 500 mètres de là et souriait comme si de rien n'était, elle ignorait que le pouvoir allait affronter la pauvreté sur son territoire. Le son des sirènes qui fendaient la chaleur poussiéreuse de Guadalajara faisait tourner les têtes et interrompait les conversations au milieu d'une phrase. Des mères serrant leurs enfants dans leurs bras. Des marchands ambulants quittaient la route. Rini sortit, une louche à la main, les yeux plissés par le brouhaha. « Quel jour de gouverneur » murmura quelqu'un à proximité. Mais ce n'était pas un fonctionnaire ordinaire. Les SUV noirs, le mur de garde du corps, la présence indéniable d'agents armés du DSS, c'était un présidentiel. Son cœur fit un bond. Et puis, incroyable, le convoi ralentit et s'arrêta. Juste devant son buka. Pendant quelques secondes, le silence s'abattit sur la route. Puis une portière de voiture s'ouvrit. Le président Obina Hiroegbu en personne en sortit, vêtu d'un cafetan blanc, souriant comme s'il était à sa place. Rini cligna des yeux. « Tu verras peut-être mouillé, et moi, peut-être, » murmura-t-elle à sa mère. Sa bouche était sèche. Obina s'approcha du buka comme un homme rentrant chez lui, sauf qu'il était un étranger en ce monde. Il fit un signe de tête respectueux à Mama Ayola et se tourna vers Rini. « Puis-je essayer ton oumla » demanda-t-il. Rini regarda autour d'elle, s'attendant presque à voir une équipe de caméras cachées surgir et crier « Je t'ai eu ». Mais c'était bien réel. Elle hocha lentement la tête et désigna une chaise en plastique. Tandis que le président était assis, ses assistants tentèrent de désinfecter les lieux, mais Obina leur fit signe de ne pas s'arrêter. « Laissons faire. » Rini le servit elle-même, la main ferme mais le cœur battant. Les téléphones sont apparus. Les vidéos ont commencé à tourner. En quelques minutes, Internet allait exploser. Mais à cet instant, Rini ne pouvait que se demander, pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Le lendemain matin, tous les grands médias du pays publiaient le même titre, avec des accents plus ou moins élogieux ou sceptiques, le président arrête un convoi pour manger de l'oumla au roadside buka à Guadalajara. La vidéo était devenue virale, le président assis sur une chaise en plastique, mangeant avec ses mains, riant avec les habitants. Elle a été publiée, republiée, décortiquée. Les hashtags ont fait fureur, oumla avec le peuple, Percedo pour nous, véritable leadership. Sur Twitter, les mèmes ont proliféré comme une traînée de poudre. Même les critiques ont admis à contre-cœur qu'il s'agissait d'une brillante initiative politique. En apparence, c'était tout ce dont le pays avait besoin, un moment d'humilité, un pont entre les puissants et les faibles. L'équipe média d'Obina ne pouvait contenir son enthousiasme. Dibia préparait déjà sa prochaine apparition. « Tu leur as donné une histoire » dit-il avec satisfaction. « Maintenant, faisons un mouvement. » Pendant ce temps, le monde de Rini avait basculé. Les clients affluaient vers son buka. Les journalistes la suppliaient d'accorder des interviews. Elle n'avait pas eu 5 minutes pour respirer depuis le lever du soleil. Certains l'ont félicité d'avoir été choisie.
d'autres l'ont accusé d'être impliqué dans un coup monté. Même ses fournisseurs ont commencé à facturer plus cher. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman Yola regardait en silence, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Cette attention, ça ne dure pas », murmura-t-elle. Rini voulait croire que c'était sa grande chance, peut-être même une bénédiction, mais quelque chose en elle lui soufflait la prudence. Elle ne comprenait rien à la politique. Elle se contentait de faire de la soupe. Mais désormais, elle était en vogue aux côtés de l'homme le plus puissant du pays, et nul ne pouvait prédire le prix de la célébrité. L'engouement médiatique autour de l'arrêt de bus du président Obina a atteint son paroxysme en 48 heures. Les émissions de radio ont salué cet acte d'humilité génial, et les humoristes ont loué son approche diplomatique empreinte de courage. Les médias internationaux ont repris l'affaire comme un moment politique viral et réconfortant en Afrique. Le visage de Rini était placardé aux côtés de celui du président sur les écrans de télévision et dans les journaux. Tandis que l'élite débattait des implications politiques et des stratégies de relations publiques, la rue s'accrochait à l'espoir que le président s'en souvenait enfin. À Adjiguno, un coiffeur offrait des coupes de cheveux gratuites pour célébrer l'Oumla de Prasido. À Yola, des étudiants se sont réunis dans une salle du campus pour analyser son langage corporel. Et à Guadalajara, le minuscule Buka de Rini, autrefois une simple cabane de fumée et de soupe, était devenu un lieu de pèlerinage pour les journalistes, les blogueurs et les Nigérians ordinaires en quête d'une bouchée du repas du changement du président. Mais au milieu des éloges, une question subsistait dans les cercles privés. Cette soudaine démonstration d'humilité était-elle sincère, ou le geste parfaitement orchestré d'un homme désespéré? Rini, quant à elle, se retrouvait tiraillée entre la gloire et la fatigue. Son humble Buka avait désormais une liste d'attente. Les gens venaient plus pour prendre des selfies que pour manger, et la pression d'une attention constante commençait à se faire sentir. Les chaînes de télévision lui offraient des créneaux d'antenne, les politiciens lui envoyaient des cadeaux coûteux et des inconnus commençaient à la surnommer « Mama Nation ». Mais intérieurement, Rini était bouleversée. Elle n'avait rien demandé. Elle avait simplement servi à manger à un homme dans le besoin, un homme qu'elle soupçonnait désormais d'être venu non pas par faim, mais avec une caméra cachée et une mission. Son instinct lui disait que quelque chose clochait. L'afflux de clients, les sourires forcés, l'attente d'une humilité renouvelée, tout cela semblait transactionnel. Sa mère, Mama Yola, la regardait avec inquiétude. « Ce monde te relèvera pour rire de ta chute si tu n'y prends pas garde », l'avertit-elle un soir en s'essuyant les mains avec un torchon. Rini hocha la tête doucement. Elle savait que cette attention nouvelle pouvait disparaître aussi vite qu'elle était arrivée, et au fond d'elle, elle n'était pas sûre d'en vouloir. Le président Obena était installé dans son bureau privé, loin des caméras et du chaos, visionnant les images de sa visite à Guadalajara. Il éprouvait une satisfaction creuse à se voir rire aux côtés de Rini, ramassant Oumla à main nue. L'effet d'annonce avait fonctionné, sa cote de popularité avait grimpé de 5 points en 3 jours. Son équipe l'acclamait, les donateurs le rappelaient, et le président du parti l'avait même appelé pour le féliciter. Mais dans le silence du bureau, rien de tout cela ne lui semblait gagner. Il fixait son reflet sur l'écran noir de la télévision, voyant non pas un leader du peuple, mais un homme devenant peu à peu un personnage de sa propre performance. Pour la première fois depuis des années, il ressentit la douleur du souvenir, son enfance à Onitsha, sa mère vendant du poivre au bord de la route, la faim qu'ils avaient endurée, et le long voyage qui les avait menés jusqu'aux salles de marbre de la présidence. Avait-il vraiment oublié qui il était? Ou avait-il simplement laissé le pouvoir enterrer la version de lui-même qu'il avait juré de ne jamais perdre? Il sirota un verre de vin de palme offert par un chef local en guise de remerciement et parcourut les réseaux sociaux, lisant à la fois des éloges et des soupçons. Un tweet le retint, « Les coups de pub ne construisent pas d'école. Nous voulons des politiques, pas des trémas. » Il ferma l'application, perturbé. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Il sortit sur son balcon, contemplant le paysage silencieux d'Abuja, s'interrogeant sur sa propre sincérité. Était cela le véritable leadership, une succession de spectacles opportuns pour conserver le pouvoir? Le goût de la soupe de Rini lui avait rappelé quelque chose de brut et de réel, et il était effrayé par l'éloignement qu'il avait du peuple. Il réalisa qu'il n'était pas allé sur un marché depuis des années. Même son propre personnel filtrait les informations pour le rassurer. Il ne savait pas si sa prochaine étape devait être de multiplier les apparitions ou de mener une réforme honnête. Quelque part dans ce silence, il fit le vœu secret de revenir à quelque chose d'authentique, mais il devait d'abord survivre au cirque créé par son équipe.
Alors que le pays savourait les retombées positives de la visite virale d'Obena, le parti d'opposition ne souriait pas. Le sénateur Bako, rival de longue date d'Obena, a convoqué une conférence de presse et a qualifié l'événement d'insulte bien sentie au peuple nigérian. Les trolls des réseaux sociaux ont qualifié cette initiative de politique de l'Umlo et ont accusé le président de mettre en scène la pauvreté à des fins lucratives. C'est là qu'entre en scène Tindojo, un journaliste d'investigation acharné connu pour avoir dénoncé des contrats gouvernementaux douteux et des projets fantômes. Tinde suivait la présidence d'Obena depuis le premier jour et s'était lassé des gestes symboliques sans réel changement. En regardant la vidéo, devenue virale, Tinde a remarqué quelque chose qui avait échappé aux autres, l'angle de la caméra. C'était trop parfait. Ce n'était pas spontané, marmonna-t-il en repassant les images encore et encore. Il revit le même fourgon des médias d'État garé de l'autre côté de la rue, sous 3 angles différents. Il flaira une histoire. Un événement de grande envergure. Tinde organisa une visite informelle à Guadalajara sous prétexte de commander à manger au restaurant de Reni. À son arrivée, la foule s'était éclaircie, mais l'énergie subsistait. Reni était fatigué, mais poli. Tandis qu'il parlait, Tinde sentit son hésitation. Elle ne correspondait pas vraiment au rôle de mascotte politique. Alors, tu savais que le président allait venir, demanda-t-il d'un ton détaché entre deux bouchées. Reni esquissa un sourire forcé. Je ne savais pas, dit-elle. Mais son regard s'éloigna trop vite. Tinde le remarqua. Il insista doucement, mais elle resta vague. Pourtant, il voyait bien qu'elle était mal à l'aise. Plus tard, alors qu'il s'éloignait, un garçon du coin lui tapota l'épaule et murmura qu'ils avaient tout nettoyé 2 heures avant l'arrivée du président. Il avait même peint l'enseigne. C'est tout ce dont Tinde avait besoin pour commencer à creuser. Quel que soit le but de ce coup, il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Il s'agissait de pouvoir, de manipulation, et peut-être même de fraude, et il comptait bien découvrir qui finançait cette performance. Quelques jours plus tard, Reni reçut une invitation personnelle à Ozo Rock, un déjeuner de remerciement de la part de la présidence. Au début, elle déclina. « Je n'ai pas besoin de leur déjeuner. J'ai de la soupe à vendre, murmura-t-elle, mais Mama Yola l'encouragea à y aller. Parfois, ce n'est pas la nourriture qui compte, mais la place à table, dit sagement sa mère. Reni enfila donc sa plus belle robe en pagne, repassée avec fierté, et arriva aux portes de la résidence la plus puissante du Nigeria. Alors qu'elle traversait les couloirs marbrés bordés de portraits d'anciens dirigeants, une étrange froideur l'envahit. Elle ne lui semblait pas accueillante. Elle avait l'impression d'être mise en scène, comme si elle pénétrait sur un plateau de cinéma dont elle ne connaissait pas le scénario. Le déjeuner était somptueux. Crevettes, suya, jalaf, vins étrangers. Elle toucha à peine à son assiette. En face d'elle était assis le président Obena, gracieux et souriant, mais différent. Son regard n'avait plus la même avidité qu'elle se souvenait de la buka. Autour d'eux, les caméras cliquaient. Chaque rire fut capté. Chaque bouchée, enregistrée. Après le déjeuner, Reni fit visiter la villa, mais son guide, un jeune agent du protocole, laissa subtilement entendre son importance pour la campagne. « Tu es devenu un symbole, dit-il, presque comme s'il répétait. Le président te voit comme la preuve de son lien avec le peuple. » Ce mot, symbole, lui resta gravé dans la tête comme une épine. Elle n'était pas un symbole. C'était une personne. Une femme débrouillarde qui cuisinait au feu de bois, qui se battait pour chaque Néra et qui n'appréciait pas d'être instrumentalisée politiquement. En sortant, elle passa devant la salle de presse et s'arrêta. À travers la vitre, elle aperçut des photos d'elle et du président, déjà imprimées et encadrées. Elle n'était plus seulement une invitée, elle participait désormais à la campagne, qu'elle le veuille ou non. Et tandis que son chauffeur quittait le portail, elle resta assise en silence, serrant contre elle l'enveloppe de remerciements qu'ils avaient discrètement glissée dans son sac, incertaine si elle venait de participer à un déjeuner ou de signer un acte de grâce. De retour à Guadalajara, l'éclat de sa visite à la villa s'était à peine estompé lorsque Mama Yola prit Reni à part dans leur petit salon. L'enveloppe reposait intacte sur la table centrale. « Ma fille, commença doucement maman, si tu prends leur argent, ils diront que tu es d'accord. Si tu es d'accord, ils t'utiliseront. S'ils t'utilisent, ils te largueront. » Reni écoutait, les yeux fatigués mais ouverts. Sa mère avait déjà vu cela, pas à cette échelle, mais dans les petites manières dont les gens étaient achetés et rejetés.
Elle se souvenait comment le père de Rénie avait été utilisé par un parti local pour faire campagne, avant d'être abandonné lorsqu'il était tombé malade. Ces gens ne sont pas des amis, continua maman. Ils nourrissent leur image, pas votre avenir. Ne vendez pas votre dignité pour des applaudissements. S'ils vous apprécient vraiment, ils n'auront pas besoin de vous acheter. Rénie hocha lentement la tête. Les paroles de sa mère, bien que prononcées doucement, étaient lourdes de clarté. Pour la première fois depuis que le convoi s'est arrêté à Sambuca, elle a compris qu'elle avait le choix. Elle pouvait surfer sur la vague et devenir l'égérie d'une campagne axée sur la commodité, ou tenir bon et exiger l'authenticité. Son esprit bouillonnait de questions. Que représentait-elle? Pourquoi son silence leur était-il si précieux? Plus elle y réfléchissait, plus elle réalisait que le véritable pouvoir qu'il redoutait n'était pas son soutien, mais sa voix. Une voix capable de dire, de rappeler aux gens la différence entre les gestes et la justice. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle continuerait à cuisiner, à vivre, mais elle ne serait la marionnette politique de personne. Si le président voulait son soutien, il devrait le mériter par des politiques, et non par des photos. Le chef Roland Dibia s'adossa à son fauteuil en cuir, les yeux plissés par la concentration, tandis qu'il examinait une maquette d'affiche de campagne. Au centre se trouvait le président Obena, souriant aux côtés de Rénie, sa modeste robe en pagne rehaussée d'une teinte dorée pour plus d'effet. « Elle est notre pont », dit-il avec assurance. Un symbole vivant de l'attachement d'Obena à la base. Son équipe média acquiesça d'un signe de tête. Un projet de tournée nationale, où le président renouerait avec les pauvres, avec Rénie comme accompagnateur, était déjà en cours. Mais lorsque Rénie reçut la proposition officielle, accompagnée d'un accord de partenariat de 5 millions de Neri nigérians et d'un texte de promotion signé, son cœur se serra. Cela ressemblait moins à une opportunité qu'à une instruction. Dibia a personnellement qualifié sa manipulation édulcorée de compliment. « Vous avez le pouvoir de changer l'histoire de ce pays », a-t-il déclaré. Dit simplement oui. Mais Rénie sentit son estomac se nouer. Elle n'était pas arrivée jusque-là en faisant semblant. Et elle n'allait pas commencer. Le lendemain, Rénie retourna l'enveloppe. « Je suis honorée », dit-elle à l'agent du protocole envoyé pour recueillir son consentement. « Mais je ne suis pas une mascotte. » La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs d'Ozo Rock que la fille d'Oumla avait décliné l'invitation. Le chef Dibia était furieux. Il fulmina dans la salle de stratégie, la traitant d'ingrate et de naïve. Mais Obena, assis tranquillement au bout de la table, ne partageait pas la colère de Dibia. Il avait plutôt l'air pensif, peut-être même impressionné. Il y avait chez Rénie une force qu'il n'avait pas anticipée, une clarté qu'il enviait. Pourtant, Dibia n'en avait pas fini. « Elle ne veut peut-être pas être utilisée, dit-il en s'élevant lentement, mais nous la ramènerons ou la ferons tomber. » Un silence s'abattit sur la salle. Pour la première fois, la campagne d'Obena ne se résumait plus à une simple victoire. Elle devenait une bataille d'intégrité, et Rénie, qu'elle le veuille ou non, en était le centre. Rénie avait toujours su que le pouvoir souriait d'une main tout en tenant un poignard de l'autre, mais elle ne s'attendait pas à ce que le changement soit si rapide ni si brutal. Quelques jours seulement après avoir refusé l'approbation, des événements étranges commencèrent à se produire. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva la serrure de son buca cassée et son pot brisé. Rien n'a été volé, mais tout a été détruit. Une semaine plus tard, un appel anonyme lui a dit de s'occuper de ses affaires, sinon elle risquerait de devenir une leçon. Amis et clients ont commencé à prendre leur distance. Les fournisseurs retardaient ou refusaient de livrer les ingrédients. Un démantèlement subtil mais systématique de ses moyens de subsistance avait commencé. Même les garçons du quartier qui l'aidaient auparavant évitaient désormais tout contact visuel. L'air joyeux qui emplissait autrefois la buca s'était chargé de peur. Mama Ayola se tenait silencieusement à ses côtés, les mains jointes en prière, regardant le monde qu'elle et sa fille avaient construit être détruit par des mains invisibles. Malgré la pression, Rénie refusait de fuir. Chaque matin, elle se tenait derrière son poêle fumant et servait quiconque se présentait, même si la foule s'était éclaircie. Sa dignité était-elle une armure, même si ses genoux fléchissaient à l'intérieur. Le soir, elle s'asseyait tranquillement aux côtés de sa mère, toutes deux à l'affût de pas suspects ou de coups soudains à la porte. Un après-midi, un élégant SUV noir se gara devant la voiture et un homme en costume impeccable en sortit, proposant un contrat et un avertissement discret, « Voici votre dernière chance d'être du bon côté de l'histoire. » Rénie n'ouvrit même pas le dossier.
L'histoire s'écrit par la vérité, pas par les menaces, dit-elle calmement, puis elle rentra à l'intérieur. L'homme ne revint pas. Mais cet instant la fit prendre conscience qu'il ne s'agissait plus seulement d'Umlo ou de politique. Il s'agissait du droit d'exister, de résister et de vivre la tête haute. Et si le prix était sa paix, elle le paierait intégralement. Loin de la tension brûlante de Guadalajara, Tindojo était assis dans un bureau sombre et encombré du taco, reconstituant les fils de ce qu'il croyait être le plus grand canular politique de l'année. Des semaines de recherche l'avaient conduit à une note gouvernementale fuitée autorisant 4 engagements logistiques communautaires à hauteur de 72 millions de Naira nigérians, un terme vague qui incluait les dépenses liées à la visite spontanée du convoi présidentiel au Buka de Reni. Par l'intermédiaire de sources anonymes au sein du ministère de l'Information, Tinde avait confirmé que la rencontre avait été planifiée 3 jours à l'avance, avec des équipes de nettoyage, des photographes et des influenceurs des réseaux sociaux disséminés dans la foule pour amplifier les images. Ce n'était pas de l'humilité, a déclaré Tinde à son rédacteur en chef. C'était du théâtre. Muni de reçus et des témoignages de 2 lanceurs d'alerte, il finalisa son article, un exposé explosif intitulé « Standard for the Streets, The Truth Behind the President's Buka Visit ». L'article fut publié à minuit un vendredi. À l'aube, il avait déjà embrasé le pays. Les animateurs radio ont lu des extraits en direct. Les étudiants ont republié chaque capture d'écran. Les groupes WhatsApp ont bourdonné de messages vocaux, d'insultes et de théories du complot. On nous a encore joué un tour, a crié un manifestant interviewé sur Channel TV. La présidence s'est empressée de limiter les dégâts. Dibia a qualifié cette révélation de journalisme irresponsable et a menacé de poursuites judiciaires. Mais il était trop tard. Tinde avait touché une corde sensible que l'administration ne pouvait ignorer. Reni, quant à elle, lisait l'article en silence, les larmes coulant doucement sur son visage, non pas sous le choc, mais sous le soulagement. Elle avait senti la manipulation s'installer, mais la voir écrite noir sur blanc lui apportait la confirmation dont elle avait besoin. Elle n'était pas folle. Elle n'imaginait rien. Et maintenant, le pays connaissait la vérité. La question était, qu'en ferait-on? Un matin calme, Reni balayait la propriété lorsque 2 voitures noires s'arrêtèrent devant sa maison. Son cœur battait la chamade. Avant qu'elle puisse cligner des yeux, 2 agents de sécurité en civil s'approchèrent d'elle d'une voix calme et courtoise. « Mademoiselle Yola, nous avons besoin que vous nous accompagniez pour répondre à quelques questions. » Pas de mandat d'arrêt. Aucune explication. Juste une vague allusion à des préoccupations de sécurité nationale. Mama Yola a tenté de les suivre, mais on lui a fermement ordonné de rester. À l'intérieur du véhicule, Reni resta silencieuse, agrippée à son siège tandis qu'il sillonnait les routes sinueuses d'Abuja. On ne l'emmena pas à une gare, mais à un bâtiment gouvernemental anonyme. À l'intérieur, les questions fusèrent, calculées. Avez-vous divulgué des informations à la presse? Qui d'autre était au courant de la visite? Êtes-vous en contact avec des figures de l'opposition? Reni a répondu à chacune d'elles avec clarté, refusant de se laisser intimider. Mais l'atmosphère était claire, il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait le contrôle. Après près de 4 heures, elle fut libérée sans inculpation officielle. Le trajet du retour se fit en silence, à l'exception du vrombissement des pneus sur l'asphalte. Lorsqu'elle revint dans la propriété de Buka, sa mère courut la serrer dans ses bras en sanglotant. Mais Reni ne pleura pas. Elle en avait assez de pleurer. Ce jour-là marqua un tournant dans son âme. Elle comprit que le système ne voulait pas seulement son silence, mais sa soumission. Sa résistance était devenue une menace. Mais au lieu de reculer, quelque chose se durcit en elle. S'ils pensaient pouvoir la forcer à se cacher par la peur, ils avaient choisi la mauvaise femme. Ce soir-là, elle rencontra la responsable d'une ONG locale qui l'avait contactée plus tôt. « S'ils veulent faire de la politique, dit-elle d'une voix aigre, alors jouons avec la vérité comme arme. » 3 jours après l'interrogatoire de Reni, un visiteur inattendu arriva. Le cortège était plus silencieux que celui d'Obina. Seulement 2 véhicules. La première dame Neka Hiroegbu sortit, vêtue d'un hiro et d'un bouba en dentelle blanche, ses talons claquant sur le gravier avec une grâce délibérée. Mama Yola la fit entrer, muette. Reni s'essuya les mains et la rejoignit dans le petit salon, hésitant entre faire la révérence et s'asseoir. Neka esquissa un léger sourire, s'assit et fit un signe de la main. « S'il vous plaît, parlons librement, dit-elle d'un ton doux mais chargé d'un silence pesant.
Tu as fait sensation, ma chère. L'atmosphère dans la pièce s'épaissit. Neka loua le courage et la dignité de Rénie, puis se pencha lentement en avant. Mais le courage doit connaître ses limites, sinon il devient imprudent. Elle regarda Rénie droit dans les yeux. On t'a donné une tribune. Utilise-la à bon escient, ou tu risques de perdre plus que ton petit bout de chou. Rénie se raidit, refusant de se laisser intimider. Maman, dit-elle d'une voix calme mais ferme, on ne m'a jamais donné la parole. Tu ne t'attendais tout simplement pas à ce que je parle une fois sur place. Le sourire de Neka s'étira. Tu es malin, répondit-elle. C'est dangereux. Elle se leva, redressa son papier d'emballage et se retourna pour partir. À la porte, elle marqua une pause et ajouta, l'héritage ne se construit pas en criant au marché. Il est écrit dans celui qui survit au silence. Puis elle disparut. Rénie se rassit, les mains tremblantes. Sa mère posa une main chaude sur la sienne. Tu étais fière, dit-elle doucement. Mais Rénie sentit le poids de l'avertissement. Ce n'était plus seulement une question de politique. C'était personnel. La première dame était venue délivrer un message, faire marche arrière ou être enterrée. Mais Rénie avait fait son choix. Elle ne reculerait pas. Ni maintenant, ni jamais. Rénie se tenait au milieu de l'enclos de sa buka, les yeux fixés sur les murs maculés dessus et les bancs renversés. L'air était vicié, lourd d'abandon. Après la visite de la première dame, le harcèlement silencieux s'intensifia, des inspections anonymes aboutirent à des ordres de fermeture, ses fournisseurs disparurent complètement et des rumeurs circulèrent selon lesquelles elle avait vendu ses produits ou avait marché sur des pieds sacrés. Elle essaya de l'ignorer, mais le poids de l'attention publique devint insupportable. À contre-cœur, elle retira l'enseigne défraîchie d'Yola Kitchen et ferma les portes. Pour la première fois depuis des années, l'odeur du jus mijoté ne parvint pas à envahir la rue. Guagualada remarqua le silence. Certains pleuraient son absence, d'autres murmuraient dans son dos. Rénie resta à l'intérieur, débarrassée du feu qui la rendait autrefois rebelle. Elle douta d'elle-même pour la première fois. Avait-elle livré une bataille invaincue? L'intégrité valait-elle un tel isolement? Un soir, voyant l'esprit déclinant de sa fille, Mama Yola prépara une bouillie chaude et s'assit à côté d'elle. On ne peut pas combattre le pouvoir en se cachant, dit-elle en enroulant doucement ses doigts autour de la main tremblante de Rénie. Ils t'ont ébranlé, certes. Mais ils ne t'ont pas brisé. Pas encore. Ses paroles étaient douces, mais fermes, ancrant Rénie dans la même vérité qui l'avait aidé à traverser la perte, la faim et l'injustice. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Qu'ils menacent. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de vous agenouiller. Rénie s'appuya contre l'épaule de sa mère et pleura, non pas de faiblesse, mais de soulagement. Ce soir-là, elle prit un stylo et écrivit une liste de choses à faire une fois son bucard ouvert. Elle ne savait pas quand, mais elle savait que ce serait le cas. Le combat n'était pas terminé, non pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle avait quelque chose à protéger, son nom. La présidence était assiégée. Les révélations de Tin avaient déclenché une vague de méfiance, qu'aucun média n'avait pu éteindre. Des manifestations ont éclaté dans les grandes villes, exigeant la transparence. Des panneaux d'affichage arborant le visage souriant d'Obena ont été dégradés. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « Inlogé » était en constante tendance. Sous pression, l'équipe de communication du président Obena a conseillé une initiative audacieuse, une diffusion nationale en direct et improvisée. C'était risqué, mais potentiellement salvateur. Un jeudi soir, toutes les chaînes étaient en direct lorsqu'Obena, vêtu d'une simple tenue traditionnelle, apparut seul à la tribune du Capitole. Sa voix était assurée, mais son regard trahissait l'agitation intérieure. Mes compatriotes nigérians, commença-t-il, j'ai commis des erreurs. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Mais je ne t'ai pas oublié. Puis, marquant une courte pause, il ajouta, et je n'ai pas oublié Rénie Ayola, la femme dont la cuisine m'a rappelé d'où je venais et dont le courage m'a rappelé ce que signifie vraiment diriger. L'évocation du nom de Rénie a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Obena a ensuite salué sa résilience, la qualifiant de voix des sans-voix et promettant des réformes dans les secteurs de l'alimentation et des marchés. Si l'opposition a qualifié ce discours de simple spectacle, de nombreux Nigérians, notamment parmi les citoyens de base, ont marqué une pause. Il était rare qu'un président en exercice salue par son nom un vendeur de rue à la télévision nationale. Ce simple geste a recentré Rénie sur le discours public.
Son nom, autrefois associé à un coup de pub, symbolisait désormais la défiance. Le lendemain, les journaux titraient « Le président cligne des yeux » et « Ayola de Bucca à National Voice ». Reni regardait le discours, sa mère à ses côtés. Elle ne souriait pas et ne pleurait pas. « Ils ont mentionné ton nom », dit maman. Reni hocha simplement la tête. « Faisons en sorte qu'il ne soit plus jamais enterré », murmura-t-elle. Le lundi suivant, Reni ouvrit les portes de sa Bucca. Sans cérémonie. Sans fanfare. Juste le grincement des vieilles charnières et l'odeur de la fumée de bois qui montait dans l'air matinal de Guadalata. La nouvelle s'est vite répandue, Ayola Kitchen était de retour. Mais cette fois, c'était bien plus qu'une simple halte gourmande. C'est devenu un point de ralliement. Reni avait légèrement réaménagé l'enceinte, une partie de la cour était désormais équipée de bancs et d'un tableau noir ouvert intitulé « Que faut-il changer ?» Étudiants, commerçants, mécaniciens et mères de famille du quartier venaient non seulement pour manger, mais aussi pour parler, écrire et s'organiser. Ce n'était pas politique, du moins pas au sens où les partis le définissaient. C'était une œuvre communautaire, brute et humaine. L'esprit de résistance avait trouvé sa place dans une cuisine. Reni, autrefois méfiante face à sa voix grandissante, l'exerçait désormais avec détermination. « Commençons petit », a-t-elle dit à ses habitués, mais commençons par les choses sérieuses. Elle s'est associée à une ONG locale pour organiser une collecte de nourriture chaque samedi. Son discours de réouverture, prononcé non pas au micro, mais par le bouche à oreille, était simple, s'il n'écoute pas les affamés, qu'il parle plus fort. Les dons affluèrent. Certains tentèrent de politiser à nouveau ses actions, mais Reni resta à l'écart de tout soutien. Elle ne souhaitait pas choisir son camp. Elle s'intéressait au choix des personnes. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle pardonnait à la présidence, elle a répondu « Je pardonne, mais je n'oublie pas. Je sers à manger. Maintenant, je sers la vérité. » Son défi n'était pas bruyant, mais il était inébranlable. Mama Ayola regardait avec fierté, debout une fois de plus près des marmites fumantes. Leur Bucca était devenu quelque chose de plus grand, une révolution imprévue dont Udo était le cœur. Et la jeune fille, qui autrefois doutait d'elle-même, était devenue un pilier trop solide pour être renversé. La deuxième révélation de Tondojo frappa le pays comme un coup de tonnerre. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement du convoi mis en scène, mais aussi d'un enregistrement interne, fuité, du chef d'Ibia se moquant du public, le traitant d'idiot Doumla pour avoir été dupé. L'indignation fut immédiate. Les militants ont défilé jusqu'aux portes d'Ozorok. À Ibadan, des étudiants ont brûlé des faux cercueils commémorant l'héritage de Dibia. Des influenceurs ont annulé des partenariats rémunérés avec des agences gouvernementales. Même certains membres du parti d'Obena ont commencé à prendre publiquement leur distance. L'administration était en chute libre. Dibia, jusque-là intouchable, était devenu un handicap. Les appels à sa démission se multipliaient dans tout le pays. Obena a convoqué l'ensemble de son cabinet à huis clos pour une réunion d'urgence. La tension s'est emparée du pays, tandis que les citoyens se préparaient à la suite. Reni, observant la situation, n'a ressenti aucune justification, seulement un sentiment d'urgence. Il ne s'agit pas de vengeance, a-t-elle déclaré à un groupe de jeunes femmes venues lui demander conseil. Il s'agit de s'assurer que la prochaine personne puisse s'exprimer sans crainte. Pendant ce temps, le président Obena est resté le plus souvent silencieux, refusant d'accorder des interviews. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il préparait une déclaration publique finale. La tension a atteint son paroxysme lorsque des manifestants ont pris d'assaut le ministère de l'Information pour exiger la transparence. En réaction, le cortège d'Obena a été aperçu traversant la capitale sans son faste habituel, suggérant soit une retraite en douceur, soit un retour en force. Le public attendait. Les médias spéculaient. Et au cœur de tout cela, Reni continuait de cuisiner, de parler et de rappeler au Nigeria que le pouvoir ne craint qu'une chose plus que la protestation, la vérité dite sans excuse. Tard dans la nuit, un SUV noir s'est arrêté au bord de l'Old Market Road de Guadalata. Un homme en est sorti discrètement, coiffé d'une casquette et en civil. C'était le président Obena, sans prévenir, sans surveillance et sans cérémonie. Il arpentait la route poussiéreuse avec un étrange mélange de prudence et de nostalgie, passant par d'anciens coins de rue où il jouait enfant. Maintenant, ils étaient brisés, les étals à moitié effondrés, les enfants dormaient sur des tables en bois, les mères marchandaient, la lassitude dans le regard.
La vérité était partout. Sa gouvernance avait failli à de nombreux égards. Son coup de maître avait encore plus échoué. Il avait passé tellement de temps à gérer la perception qu'il en avait oublié de gérer l'objectif. Debout dans l'ombre d'un stand fermé, il regardait une fille verser de la bouillie dans des récipients usagés pour sans-abri, et sa gorge se serra. Ce n'étaient ni les caméras ni les poteaux qui l'avaient brisé. C'était la vision de la fin de près, sans filtre. Il se dirigea vers la cuisine Yola et resta de l'autre côté de la rue, invisible. La buka était encore allumée. À l'intérieur, Reni et sa mère riaient avec les clients, se passaient les assiettes et racontaient des anecdotes. Cela ne ressemblait en rien à la villa, mais l'atmosphère y était plus présidentielle que dans toutes les pièces où il s'était assis. Obena sentit quelque chose se modifier en lui, une culpabilité sourde, un regret lancinant. Il avait essayé d'utiliser cette femme. Et en essayant de la manipuler, il avait redécouvert son propre vide. En se retournant pour partir, il sortit son téléphone et supprima le dossier, actif de campagne 2023. Il était temps de repartir, non pas avec des séances photos, mais avec une véritable réforme. Le chemin à parcourir serait escarpé. Mais peut-être, juste peut-être, la rédemption était-elle encore à portée de main. Et elle commencerait non pas par les marches de marbre du pouvoir, mais par la porte enfumée de la vérité. La nation était aux aguets. Le président Obena avait accepté la diffusion en direct d'une assemblée publique, une première sous son administration. Ce forum devait être ouvert à tous, et des citoyens soigneusement sélectionnés pouvaient y poser des questions. Mais un nom s'est glissé dans la liste de manière inattendue, à la surprise même des organisateurs de l'événement, Nike Yola. Certains conseillers ont tenté de l'en empêcher, invoquant son image controversée, mais Obena l'a laissé faire. Laissez-la parler, a-t-il simplement dit. La salle était tendue lorsque Reni s'est approché du micro. Vêtue d'un simple peignoir et d'un chemisier, les cheveux soigneusement tirés en arrière, elle se tenait avec une grâce qui n'avait pas besoin d'être polie. Elle ne souriait pas. Elle ne m'a pas salué en fanfare. Monsieur le Président, commença-t-elle, lorsque vous vous êtes assis devant mon bureau, vous avez dit que vous vous souveniez d'où vous veniez. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Mais aujourd'hui, je voudrais vous demander, non pas en tant qu'homme politique, mais en tant qu'homme, quel héritage souhaitez-vous vraiment laisser derrière vous? Un silence s'abattit sur la salle. La question perça l'air, contournant les documents politiques et les récits répétés. Obena, assis sous les projecteurs, regarda Reni droit dans les yeux. Son visage ne broncha pas, mais sa gorge se serra. L'espace d'un instant, le politicien en lui s'écarta, et l'homme qui autrefois allait chercher l'eau au robinet communautaire revint. Il se pencha vers le micro et répondit lentement, « Je veux quitter un pays où mes petits-enfants pourront manger, rêver et parler, même s'ils vendent des houlots au bord de la route. » La salle était silencieuse. Les caméras zoomaient. Pour la première fois depuis des années, ces paroles ne ressemblaient pas à une performance. On aurait dit une reddition. Les applaudissements arrivèrent plus tard, hésitants, mais sincères. Reni recula, le regard fixe. Elle n'était pas venue pour être applaudie, mais pour être tenue responsable. Et à cet instant, elle l'a compris. Le lendemain de la réunion publique, le chef Roland Dibia a été relevé de ses fonctions. L'annonce a été faite dans un communiqué de presse froid d'un seul paragraphe. La présidence souhaite informer le public de la fin immédiate du mandat de conseiller du chef Roland Dibia. Aucune explication. Aucun hommage. Juste une fin. Pour beaucoup, cela était plus que nécessaire. Dibia, autrefois architecte de l'image médiatique d'Obena, était devenu un handicap, son arrogance révélée, ses tactiques discréditées. À l'intérieur de la villa, une purge silencieuse commença. Obena a restructuré son équipe, remplaçant les responsables par des assistants motivés par les politiques, de jeunes réformateurs et des stratèges de terrain. Pour la première fois, il a privilégié l'écoute à la parole. Le ministère de l'Éducation a été chargé de réviser les programmes d'alimentation scolaire publique. Le Conseil de l'Agriculture a reçu pour mandat de créer des prêts accessibles aux petits commerçants. Obena ne faisait plus campagne, il corrigeait. Reni observait les changements avec un espoir prudent. Elle avait déjà vu des promesses, des conférences de presse qui n'avaient rien donné. Mais quelque chose avait changé. Les journalistes avaient cessé de lui demander des séances photos. Au lieu de cela, ils lui ont demandé son avis sur les politiques.
Elle a profité de l'occasion pour suggérer des programmes de bois de chauffage gratuits pour les cuisiniers à faible revenu et des inspections sanitaires pour les cuisines en plein air. Étonnamment, certaines de ces recommandations ont été adoptées. Une présidente de gouvernement local s'est rendue à Yola Kitchen sans prévenir, juste pour écouter. Même l'ONG avec laquelle elle travaillait a étendu ses activités, invoquant son influence comme catalyseur. Pendant ce temps, Obena refusait d'accorder des interviews importantes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, l'un de ses nouveaux conseillers a simplement répondu que le président voulait regagner son siège, et non le faire par la parole. Et peu à peu, cela a commencé à se voir. Les semaines ont passé, et la rue a commencé à raconter une autre histoire. Les marchés de Karus et de Nyanya ont enregistré une augmentation de la fréquentation grâce aux nouvelles aides financières. Les commerçants qui avaient fermé boutique ont rouvert leurs portes. Les écoles locales ont reçu de nouveaux lots de manuels scolaires. Les centres de santé ont soudainement bénéficié d'un approvisionnement régulier en médicaments. Ce n'était pas une révolution, mais un tournant. Les Nigérians sont difficiles à duper, mais une fois touchés par la sincérité, ils recommencent à y croire. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « ActionNotonsLo » est devenu tendance, les citoyens soulignant les changements visibles dans leur communauté. Au cœur de Guadalajara, Yola Kitchen s'est transformée en un véritable lieu plus vaste qu'une simple « buka ». Elle est devenue un centre civique, accueillant des forums ouverts, des séances de mentorat pour les jeunes filles et même des cours de cuisine pour les jeunes chômeurs. Rénie est restée les pieds sur terre. Elle continuait à semer la zizanie chaque matin et refusait toujours tout soutien politique. Lorsque les représentants du parti l'ont de nouveau contactée, elle a déclaré « Si je soutiens quoi que ce soit, ce sera une soupe nourrissante, pas des slogans affamants ». Mama Yola, toujours à l'affût depuis l'ombre de sa propriété, souriait plus souvent désormais. « On n'a pas besoin d'une estrade, disait-elle un jour. On en construit une avec du bois et de la vérité. » Rénie rit. Elle ne voulait pas être politicienne. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait reconquis son nom, sa dignité et son pouvoir. La présidence ne l'avait pas sauvée. Elle s'était sauvée elle-même et, ce faisant, avait contribué à changer la direction d'un pays trop longtemps habitué aux mensonges servis par de vaines promesses. Le jour du scrutin s'est levé sous des nuages, à la fois littéraux et symboliques. Partout au Nigeria, de longues files d'attente s'étendaient devant les bureaux de vote. Les jeunes, dont beaucoup votaient pour la première fois, affichaient des visages déterminés. Dans les zones rurales comme urbaines, la tension, l'espoir et la peur étaient partagés. Les rumeurs allaient bon train. Des allégations de tentatives de manipulation ont fait surface. Mais cette fois, les citoyens étaient présents partout. La technologie a joué son rôle. Les résultats ont commencé à tomber en soirée, révélant une course serrée. Les rivaux d'Obina ont gagné du terrain dans les zones d'élite, mais, étonnamment, il a dominé dans les régions populaires, là où les gens avaient constaté des changements modestes et tangibles. Il était clair que les électeurs ne votaient pas en fonction de grands discours ou de coups de pub. Ils votaient en fonction de ce qui s'était passé après. Rénie n'a pas voté par anticipation. Elle a attendu que le soleil soit bas et que la foule se soit dispersée. Elle s'est dirigée discrètement vers son bureau de vote, a déposé son bulletin et est retournée à la buka. Elle n'a pas précisé pour qui elle avait voté, même lorsqu'on lui a demandé. Laissons parler les actes, a-t-elle simplement dit. Les résultats sont tombés à minuit 2 jours plus tard. Obina avait gagné de justesse. Pas de danse. Pas de feu d'artifice. Juste un discours de victoire, discret et épuisé, dans lequel il remerciait ceux qui lui rappelaient que le leadership n'est pas un événement, mais une décision quotidienne. Pour la première fois dans l'histoire du Nigeria, un président en exercice avait failli perdre son siège, mais avait réussi à le racheter grâce à une véritable réforme. Et tout a commencé non pas lors d'un rassemblement politique, mais dans une buka enfumée de Guadalajara. Le soleil filtrait doucement à travers la brume au-dessus de Guadalajara lorsqu'un seul SUV noir entra dans le domaine d'Yola Kitchen. Pas de convoi. Pas de sirène. Le président Obina en sortit, sans son uniforme de campagne ni son entourage. Il portait une simple tenue de sénateur marron et ne portait aucun insigne. Rénie le remarqua derrière la marmite de ragoût et cligna des yeux. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis Obina sourit, s'approcha d'un banc et s'assit. « Oumla, s'il te plaît, dit-il doucement. Rénie hocha la tête, l'air indéchiffrable. Elle lui servit une généreuse assiette, la posa devant lui et s'assit en face de lui.
Il n'y avait pas de caméra. Pas d'entourage. Juste deux Nigérians assis sous un toit en zinc, partageant un repas marqué par le conflit, les conséquences et la clarté finale. En mangeant, Obinna leva les yeux. Merci, dit-il, de m'avoir rappelé que le leadership ne consiste pas à être vu, mais à voir. Reni ne répondit pas immédiatement. Elle prit une gorgée d'eau et finit par dire, j'ai seulement fait ce que tu aurais dû faire en premier. Ils esquissèrent tous deux un léger sourire, sans amertume, juste une compréhension mutuelle du chemin parcouru. Autour d'eux, la bucca bourdonnait de rire, de bruit et d'un parfum de résilience. Ce n'était plus de la politique. C'était la vie. Et à cet instant, alors que le président Obinna s'essuyait la bouche avec une serviette et que Reni retournait à sa cuisine, il était clair que le chemin de la rédemption peut commencer par une erreur, mais qu'il se termine par l'humilité. Et parfois, il suffit d'une assiette de tréma pour retrouver le chemin du retour. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.